L'intelligence artificielle est-elle une chance ou pas? Est-ce qu'elle va créer ou détruire des emplois? C'est vraiment une question que je me pose régulièrement parce que mon métier est particulièrement impacté par l'intelligence artificielle, le vôtre aussi probablement maintenant, et vraiment je me demandais dans quelle mesure l'intelligence artificielle allait détruire des emplois. Et là, dans un article qui m'a été envoyé par Angelo, merci Angelo, eh bien on voit que l'intelligence artificielle va détruire plusieurs millions d'emplois dans chaque pays. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, l'intelligence artificielle va détruire plusieurs millions d'emplois dans notre pays. Alors, l'article que j'ai, en fait, c'est une étude qui a été faite en Grande-Bretagne, où il y a plusieurs millions d'emplois qui vont être détruits. Mais vous vous doutez bien que ça va être la même chose en France. L'avantage, je dirais, c'est que... Enfin, pas l'avantage, mais... je vais vous raconter l'histoire des Ludites tout à l'heure et vous allez comprendre que il n'y a pas que du négatif là-dedans. Mais on va d'abord voir la part négative de l'intelligence artificielle. Le déploiement rapide de l'intelligence artificielle suscite des craintes croissantes quant à son impact sur le marché du travail au Royaume-Uni. Et donc, si l'article m'a intéressé, c'est que ça va être exactement la même chose en France. Une récente étude de l'Institut de recherche pour les politiques publiques, le IPPR, met en lumière une perspective sombre. Jusqu'à 8 millions d'emplois pourraient être menacés à long terme par l'automatisation touchant des fonctions variées comme la gestion de données, de la gestion de données au graphisme. Alors là, deux choses. Vous voyez, mes miniatures, par exemple, mes miniatures que je fais pour les vidéos, là, donc au lieu de prendre un graphisme, je passe par une intelligence artificielle qui me fait l'ensemble des dessins. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus la qualité des graphiques qui sont envoyés par les IA. On se dit que les métiers de graphisme, c'est terminé dans peu de temps, quoi. Les traitements de données, la gestion de données, vous savez qu'il y a des assureurs qui ont remplacé quasiment tous leurs salariés par de l'intelligence artificielle. Parce que les salariés dans l'assurance, c'est beaucoup de data. C'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup sur des données pour savoir, telle voiture, je dois l'assurer à tel prix, parce que je sais qu'en moyenne, si j'en assure 1 millier, ça va me coûter tant, et il va y en avoir tel pourcentage qui vont avoir des accidents, l'accident moyen va me coûter tel prix, etc. Donc je sais que moi, globalement, si j'ai 1000 voitures assurées, il faut que je les assure à temps et je vais gagner de l'argent. Comme ça vous paraît peut-être flou, mais c'est une science mathématique, l'assurance, qui est très très précise et qui permet vraiment aux assureurs de gagner de l'argent. Voilà. Le but, c'est de toujours être gagnant sur la totalité. Même si on perd sur 1 ou 2 clients, c'est pas très grave. Et donc, mais tout ça, c'est de la data, c'est de la donnée, et donc l'intelligence artificielle est parfaitement capable de le calculer. Et donc, il y a des assureurs qui s'en sont débarrassés d'un grand nombre de leurs salariés pour ça. Et puis, on va parler d'autres cas de salariés qui se sont fait, dont on aura de moins en moins besoin, peut-être votre boulot, vous allez voir. Mais encore une fois, vous verrez, il y a une fenêtre d'espoir derrière. Ce n'est pas entièrement négatif, et je vous parlerai des Ludites. Donc il y a quand même 8 millions d'emplois qui sont menacés avec l'IA en Grande-Bretagne. Le chiffre doit être à peu près le même en France. Cet apocalypse potentiel pour l'emploi soulève des questions cruciales sur la stratégie gouvernementale nécessaire pour atténuer les effets néfastes. L'analyse de l'IPPR souligne que cette vague d'automatisation affecte déjà certains secteurs de manière significative. Environ 11% des tâches actuellement exposées à cette première phase, menaçant notamment les emplois à temps partiel et d'entrée dans l'entreprise, occupés principalement par des jeunes et des femmes. Donc,
Dans chaque entreprise, on imagine qu'il y a à peu près 11% des emplois qui risquent d'être dégagés à cause de ça. Euh, euh, alors, bon, il parle des emplois à temps partiel, il parle des trucs d'entrée dans l'entreprise. Vous savez, c'est les trucs quand vous appelez l'entreprise, des choses comme ça. Ok, c'est les premiers postes qui vont souffrir. Je ne suis pas sûr, moi, que ce soit les endroits qui seront le plus, à terme, victimes de ça. Des postes administratifs, de gestion de données et de services aux consommateurs sont particulièrement vulnérables à cette évolution technologique. Administratif, j'en suis certain. Gestion de données, j'en suis certain, j'en ai parlé tout à l'heure. Les services aux consommateurs, ça me paraît plus... Parce que quand même, quand on appelle, on aime bien avoir affaire à quelqu'un. Alors vous savez que maintenant, c'est vrai que de plus en plus, si vous faites sur des chats, sur Internet, sur le site de l'entreprise, la plupart du temps, vous avez un bot, c'est pas une personne. Et pour l'instant, je trouve ça hyper désagréable. Peut-être que ça va s'améliorer et que ça va devenir fonctionnel et agréable à utiliser. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc c'est pour ça que les contacts directs avec les consommateurs, je ne suis pas du tout sûr qu'on en soit au point où on peut éviter l'humain. Alors, c'est là que je vous parle des ludites. Alors, les ludites, qu'est-ce que c'est que les ludites? Les ludites, vous savez, c'est au début de l'industrialisation. Donc, pour vous situer l'époque, on est à peu près à l'époque des guerres napoléoniennes, c'est-à-dire entre 1800 et 1830, on va dire. Donc toute cette période-là, c'est une période d'industrialisation en Angleterre comme en France. Et les premières choses qu'on va industrialiser, ce sont les machines à tisser. Les machines à tisser, au tout début, 1800, la plupart du temps, en fait, vous avez des tisserands qui font le tour de la campagne. Les gens habitent à la campagne à ce moment-là. Et vous avez le mari qui travaille au champ. La femme aide souvent au champ, mais elle ne fait pas que ça. Souvent, elle va filer de la laine et faire des pièces de tissu. Et donc vous avez un tisserand qui va faire le tour des campagnes et il va aller voir donc la femme du paysan, entre guillemets, et elle va lui donner les pièces de tissu qu'elle a filées et il va la payer en fonction du nombre de pièces de tissu qu'elle a filées, puis il va ramener ça à la ville et puis il va vendre le tissu. Donc là, on est sur un truc extrêmement manuel et c'est mal payé, c'est très manuel et ça se passe à la campagne. Et puis très rapidement, hein, c'est-à-dire en 15 ans, en 15 ans, vous allez avoir un mouvement de la population vers les villes et vous allez avoir les premières machines à tisser. Et donc la machine à tisser, au début, bon, il y a besoin toujours d'une personne sur une machine à tisser. Et à ce moment-là, la personne va tisser beaucoup, beaucoup plus rapidement et la production va augmenter. La contrepartie, c'est que le tisserand, à ce moment-là, ne va plus faire le tour des campagnes. Il y en a toujours qui font le tour des campagnes, mais de moins en moins. Et il va avoir 4, 5 salariés dans sa fabrique. Et les personnes vont encore à la mano tisser. Donc ça, c'est le premier métier à tisser. Ça ne pose pas trop de problèmes. Et les gens deviennent de plus en plus salariés. Vous voyez, voilà, on quitte l'artisan qui bossait à la campagne de chez lui et les gens deviennent de plus en plus salariés, entre guillemets. C'est encore très loin du salariat tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais ça commence à s'en rapprocher. Et puis, on va se servir non plus de la force de travail des gens, mais on va rapprocher les usines de l'eau et on va se servir de la force de l'eau pour faire marcher les machines à tisser. Et à ce moment-là, vous avez besoin de moins de tisserands. Vous allez avoir une personne qui va faire marcher 2, 3, 4 machines. Donc vous allez avoir besoin de beaucoup moins de monde pour faire marcher les machines, toujours pour tisser le même tissu. Et puis, on va passer à un système à vapeur. Donc là, on a une énorme chaudière, ça fait marcher de la vapeur, et on arrive à faire marcher beaucoup plus de machines à tisser.
Et là, vous avez un tisserand pour une dizaine de machines. Et tout le reste se fait automatiquement. On passe de l'eau à la vapeur parce que le débit du courant de la rivière, il n'est pas fiable. Ce n'est pas toujours le même. Il y a des moments où il fait très chaud, où il y a moins d'eau. Il y a des moments où il pleut énormément, où il y a plus d'eau. Donc le débit n'est pas le même, c'est embêtant. Alors que la vapeur, on contrôle le débit. Du coup, on arrive à avoir une production qui est quasiment tout le temps la même, en dehors du moment où les machines s'abîment. Et puis, vous allez en voir un Français dont le nom m'échappe là, mais je crois que c'est Jacquard, qui va inventer une carte perforée, hein, une sorte de grand carton avec des trous, et vous mettez le carton avec des trous dans une machine, et la machine va faire un modèle. Donc ça, on est en 1815, 1820, hein, et peut-être même un peu avant, peut-être même 1810, vous voyez, on est dans ces eaux-là. Et comme quoi, ça allait très vite, hein, parce qu'au début de mon histoire, on était en 1800. Donc là, on est 10, 20 ans plus tard, à peine. Et vous mettez la carte perforée dans la machine, ça vous fait un motif. Vous changez de carte perforée, ça vous fait un autre motif. Donc ça va beaucoup, beaucoup plus vite, parce que jusqu'ici, pour changer de motif, bah, il fallait un tisserand qui allait bosser pendant plusieurs heures pour régler la machine, etc. Là, on change juste la carte perforée, c'est réglé. Donc en fait, vous allez vers une énorme automatisation du fait de tisser en fait la laine ou les autres, enfin tout ce qu'on tisse. Et c'est de plus en plus automatique. Et du coup, il y a besoin de moins en moins de tisserands. Il y a besoin de moins en moins de tisserands. Et forcément, les vieux tisserands qui étaient habitués au début enfin les salariés, hein, pas les patrons, mais les salariés qui étaient habitués au début à bosser dans leur cabane à la campagne et qui se retrouvent maintenant tous en ville et qui en plus voient que la force de l'eau, puis après la force de la puissance de la vapeur les remplace de plus en plus, ils s'inquiètent terriblement. Alors en plus, il y a un côté derrière, un côté un peu magique, parce qu'il y en a qui pensent que c'est le diable qui fait marcher la machine, quoi. Enfin voilà. Un peu comme aujourd'hui, il y a un côté un peu mystérieux à comment marche l'intelligence artificielle. Alors que c'est, enfin bon, voilà, c'est des bêtes calculs, ça n'a d'intelligence que le nom, hein, si vous voulez, c'est purement, ça utilise de la data, c'est tout, c'est pas du tout intelligent. Mais bon, peu importe. Et pour contrer ça, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle les ludites. Donc, il y a un monsieur Lude, je crois que c'est Georges, son prénom, je ne me rappelle plus, qui commence à casser des machines. Alors, très honnêtement, on pense que Lude n'a jamais existé, que c'est juste, voilà, c'est une invention, c'est un peu comme Robin des Bois, voilà, a priori, Lude n'a jamais existé. Mais on se sert de son nom, en tout cas, pour aller détruire des machines, et donc il y a beaucoup de tisserands qui vont détruire les machines, parce qu'il faut arrêter ce progrès, qui vole le travail des salariés, et c'est une véritable catastrophe. Alors la répression est très très forte, hein. On pend des ludites, hein. Ça rigole pas du tout de la justice. À l'époque, ça rigole pas du tout de la justice. On pend des ludites, et donc les ludites, c'est principalement en Angleterre. En tout cas, le cher Monsieur Lude, si un jour il a existé, c'est un Anglais, c'est même un Écossais. Mais on voit aussi ça dans la région de Lyon. Donc c'est quelque chose qui se développe vraiment très très fort, avec des ouvriers donc, qui vont casser les machines à tisser, parce que sinon il n'y aura plus d'emploi et on va se retrouver tous au chômage. Et comment on va faire pour nourrir nos gosses, puisque à l'époque le chômage ça n'existe pas, hein. Donc comment on va faire pour survivre? Bon. Les ludites n'ont pas arrêté le progrès. C'est-à-dire que les machines ont continué à exister, il y a eu de moins en moins d'emplois de tisserands, et la contrepartie, c'est que s'acheter des vêtements a été de moins en moins cher. En fait, le progrès technique a entraîné que tous ceux qui travaillaient comme tisserands ont trouvé d'autres métiers. Il y a de nouveaux métiers qui se sont créés, des métiers qu'on ne connaissait pas en 1800-1830, et qui ont pu être créés parce qu'il y avait la main-d'œuvre pour les créer, donc il y avait de plus en plus de personnes pour les créer, et puis parce que l'argent généré par ces activités de tisserand
eh bien, ça a dégagé de plus en plus de bénéfices, et comme ça a dégagé de plus en plus de bénéfices, il y a eu de plus en plus d'argent, et cet argent a pu servir à créer de nouvelles choses. Je vous donne un exemple très rapidement. Pour créer ces machines de tisserand, eh bien, il fallait acheter des machines. Hein, l'industrie devait acheter les machines. Donc, vous avez eu une profession de créateur de machines qui s'est mise en place. Et donc, il y a eu des industries qui se sont faites pour créer ces machines. Une activité qui n'existait pas avant, puisqu'il n'y avait pas, les machines n'existaient pas, tout simplement, et qu'en plus, ça ne dégageait pas assez d'argent pour créer cette activité. Alors que, donc, à partir du moment où ça générait suffisamment d'argent, l'activité s'est créée, et en plus, il y avait la main-d'œuvre pour aider ces inventeurs de machines, puisqu'il y avait toute une main-d'œuvre qui avait perdu son job avec les tisserands. Alors, c'est juste un exemple. Hein. Le nombre de tisserands qui ont perdu leur métier est inférieur au nombre de tisserands qui sont devenus mécaniciens pour les machines. Hein. Mais en fait, vous avez eu comme ça plein d'autres métiers qui ont pu apparaître parce qu'il y avait la main-d'œuvre et parce qu'il y avait la richesse générée. Et donc, c'est la même chose que l'on va retrouver avec l'IA. Et voilà, je me raccroche au thème d'aujourd'hui. C'est la même chose qu'on va trouver avec l'IA. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de jobs qui vont disparaître à cause de l'IA. Les graphistes, par exemple, sont appelés très probablement à disparaître à cause de l'IA. Peut-être que même moi, je suis appelé à disparaître à cause de l'IA, parce que j'ai vu récemment une vidéo où vous aviez une vidéo de 15 secondes, une pub. Vous aviez une dame dans une voiture qui vous parlait d'un produit et qui vous vendait un produit, un peu comme une influenceuse, vous savez, sur Instagram ou autre. Et puis, en fait, vous découvriez que la voiture, la dame, la voix et les cris n'existaient pas. C'est une IA qui avait tout créé. La dame n'a jamais existé, la voiture n'a jamais existé. Et même le discours qu'elle prononce, etc., tout ça a été créé par une IA. Pourtant, quand je voyais la vidéo la première fois, j'aurais jamais pensé que c'était entièrement, 100% créé par une IA. Donc, vous voyez que moi, je vais me retrouver en concurrence dans peu de temps, peut-être dans un an, peut-être même avant, avec des IA qui vont proposer exactement les mêmes programmes que moi, et vous aurez l'impression de discuter avec une vraie personne, et en fait, que nenni, cette personne n'existera pas. Donc en fait, vous avez beaucoup d'emplois qui vont disparaître, comme ça, peut-être même le mien, mais ça va permettre de générer beaucoup plus d'argent, et ça va aussi générer des gens qui chercheront autre chose. Moi, je chercherai, si ça m'arrive un jour, j'espère pas, mais si ça m'arrive un jour, je chercherai autre chose comme métier. Et donc, je vais développer probablement un autre service, un autre produit, une autre idée que je n'aurais jamais eu si j'avais gardé mon boulot de youtubeur. Et il va y avoir beaucoup d'argent généré, ce qui fait que quand j'aurai créé cette idée, si j'ai besoin d'investisseurs, si j'ai besoin de gens pour me financer, je vais trouver ces financements, je vais trouver ces gens. Et si je ne trouve pas moi-même un autre métier, j'aurai peut-être l'occasion de travailler comme salarié, comme consultant, comme je ne sais quoi, pour quelqu'un qui aura, lui, créé ce nouveau métier. Donc, vous voyez, en fait, c'est exactement comme les ludites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je vais casser l'intelligence artificielle, c'est mauvais, c'est méchant, il faut l'arrêter, un peu une méthode Thierry Breton. Il ne faut surtout pas ça. En fait, il faut juste comprendre que c'est un changement dans l'activité humaine et que le rôle de l'État, c'est d'accompagner ce changement, c'est-à-dire de former peut-être, on va en parler parce que c'est dans l'étude, former la population pour qu'elle puisse transformer son activité. Vous êtes graphiste, il faut que l'État mette les conditions en place pour que vous puissiez vous former à faire autre chose. Et qui vous laisse pas mourir, quoi. Mais juste qu'ils mettent ce qu'il faut qu'ils créent les conditions, pas forcément les formations, qu'ils créent les conditions pour que vous puissiez vous former et aller vers autre chose. Cependant, l'étude ne se contente pas de prédire un avenir dystopique.
Donc un monde où on serait tous au chômage, comme les messieurs au-dessus de moi là. Un monde où il n'y a plus rien, il n'y a plus de boulot, c'est terminé. Elle souligne également les possibilités offertes par l'IA pour enrichir le marché du travail, notamment en réaffectant les ressources vers des secteurs comme l'aide sociale ou les soins de santé mentale. Alors, c'est des exemples, hein, il va y avoir plein d'autres métiers qui vont être créés, tout simplement, créés grâce aux IA, qui n'existent pas encore. Et puis, il y a d'autres métiers qui vont être créés, qui n'auront rien à voir avec les IA, mais qui ont besoin de capitaux et de personnes qui aujourd'hui font autre chose. Pour y parvenir, des mesures gouvernementales appropriées sont nécessaires, notamment des incitations fiscales visant à encourager l'enrichissement des emplois par de nouvelles fonctions, tout en automatisant certaines tâches. Alors moi, je ne sais pas s'il faut des incitations fiscales, il faut peut-être juste que l'État, justement à ce moment-là, soit particulièrement souple et n'absorbe pas trop d'argent pour faire n'importe quoi dans ces moments-là, afin que l'argent soit disponible pour que les gens puissent se former, puissent changer de métier, puissent créer des nouvelles choses. Un point crucial réside dans le potentiel de l'IA pour stimuler la productivité et donc le PIB. L'IPPR estime qu'avec des mesures de protection adéquates, les emplois pourraient être enrichis sans entraîner de perte nette d'emplois. Et cela pourrait même conduire à un gain de PIB de l'ordre de 13%. Et vous voyez, mais pour revenir aux ludites, vous voyez, la population aujourd'hui, la vision des ludites, c'était avec les machines, en fait, on va tous se retrouver au chômage et on va tous mourir de faim. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, la population en Angleterre et en France ont énormément augmenté et on ne s'est pas retrouvés tous au chômage à cause des machines. Donc en fait, ça a permis, même chose avec l'arrivée de l'ordinateur, vous aviez dans des grandes entreprises des plateaux entiers de dactylos qui ne faisaient que recopier sur des machines à écrire, qui ne faisaient que recopier des textes. Je vous renvoie, si vous n'avez pas ça en tête, à un film qui est pourtant pas vieux, hein, ça date des années 50, qui s'appelle, et évidemment j'ai oublié le nom, avec Fernandel et qui s'appelle, ah mais c'est incroyable d'oublier ce nom, Fernandel, film, je suis mais vraiment désolé d'oublier un truc comme ça parce qu'en plus c'est extrêmement Topaz. C'est extrêmement connu de Topaz. Donc, c'est un film qui s'appelle Topaz, dans lequel un petit prof, dans les années 50, se fait virer, bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire, et puis il devient chef d'entreprise, complètement par hasard, bon, il devient chef d'entreprise. Et quand vous voyez ce film qui a été tourné dans les années 50, vous voyez qu'il a un plateau entier avec une dizaine de secrétaires dont le seul travail est de recopier des pages sur des machines à écrire. Et puis est arrivée la photocopieuse, est arrivé l'ordinateur, et d'un plateau entier de secrétaires, vous n'avez plus besoin au maximum que d'une secrétaire. Au maximum, parce que bien souvent, maintenant, le cadre, il se débrouille tout seul, il fait ça sur son ordinateur, il imprime, et hop, c'est réglé, quoi. Donc, quand il imprime, parce qu'on imprime en plus de moins en moins. Donc, vous voyez, tout ça a en fait... et ça s'est fait en très peu de temps, puisque c'est les années 50, mais ça n'a pas détruit l'ensemble des emplois. Depuis, on est beaucoup plus nombreux que dans les années 50, et malgré tout, on a un taux de chômage qui, même s'il est élevé en France, n'est pas non plus l'absolue catastrophe, et ce n'est pas en supprimant les ordinateurs que vous réglerez le problème du chômage. Et donc l'idée avec l'IA, c'est la même chose. Ce n'est pas en supprimant l'IA que vous allez permettre à la population d'avancer. On a besoin des ordinateurs, on a besoin des machines à tisser, on a besoin des photocopieurs, on a besoin des ordinateurs et on a besoin maintenant de l'IA. Et en fait, ce sont des progrès qui eux-mêmes vont générer des nouveaux emplois. En revanche, le scénario le plus pessimiste, caractérisé par une automatisation sans réflexion stratégique, ne générerait aucun bénéfice économique. L'accent mis sur la création d'emplois verts moins exposés à l'automatisation est également crucial.
Cette approche pourrait contribuer à réduire l'impact potentiel dévastateur de l'IA sur le marché du travail en orientant les investissements vers des secteurs résilients et durables. Alors là, on parle de l'étude, hein, mais je ne suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire que moi, vous savez, l'état stratège, j'ai beaucoup de mal, hein, parce que j'aimerais connaître sur les 40 dernières années, hein, juste les 40 dernières années, où l'état stratège français a mis quelque chose, qui a marché. Qui a marché. Donc ne me parlez pas du Minitel. Hein. Mais vous voyez, sur les 40 dernières années. Donc l'état stratège, j'ai du mal. Je préfère laisser les gens, je préfère que l'État se dégage un peu, laisse un maximum d'argent dans le privé, et comme ça, bah, le privé, vous allez pouvoir vous former parce que vous aurez plus de sous-sous, et les entrepreneurs vont pouvoir trouver l'idée de demain, en fait, l'idée qui va permettre d'entreprendre demain. Parce que l'état stratège qui dit, bon, maintenant, les gars, c'est fini, l'IA est là, donc toutes les secrétaires vont arrêter et elles vont se mettre à planter des arbres, j'ai du mal. Je pense que ce n'est pas du tout la bonne idée. Il est important de noter que ces conclusions ne sont pas spécifiques au Royaume-Uni. Des études similaires menées en France révèlent également un potentiel significatif de création d'emplois grâce à l'IA, sous réserve de politiques publiques appropriées. En effet, moi je pense qu'il ne faut pas de politique publique, mais bon, ça voilà. En effet, le rapport du comité interministériel sur l'IA en France souligne que le potentiel d'amélioration des emplois par l'IA dépasse largement celui de leur remplacement. Cependant, malgré ces perspectives encourageantes, des préoccupations subsistent quant à la répercussion globale de l'IA sur l'emploi et d'autres aspects de la société. Les appels à une réglementation plus stricte de cette technologie émergente se multiplient tant au niveau national qu'international. L'Union européenne et les États-Unis, entre autres, cherchent à élaborer des cadres réglementaires pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée que les États se mêlent de ça, parce que j'ai peur qu'ils en soient totalement incapables. En somme, si l'avenir du travail au Royaume-Uni est confronté à des défis majeurs liés à l'automatisation, il existe également des opportunités significatives à saisir. La clé réside dans une action gouvernementale proactive et éclairée visant à façonner l'avenir du travail de manière à maximiser les bénéfices économiques tout en atténuant les effets négatifs sur l'emploi et sur la société dans son ensemble. Eh bien, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. D'abord, est-ce que l'IA vous fait peur ? Moi, j'avoue que ça me fait peur de perdre mon boulot, hein. Ça me fait très peur de perdre mon boulot, mais en même temps, je sais que je trouverai autre chose. Donc, est-ce que l'IA vous fait peur? Est-ce que vous pensez que c'est une chance ou une malédiction? Et puis, est-ce que vous pensez, vous voyez, moi ça me fait peur, mais je pense que l'IA est une chance. Et puis, autre point, est-ce que vous pensez que c'est à l'État de se saisir de cela et de faire en sorte que... eh bien, on trouve, voilà, ils trouvent un peu les secteurs de demain qui vont permettre aux gens de s'en sortir. Moi, je vous dis, je pense que ce n'est pas du tout à l'État de s'en occuper, que lui devrait au contraire reculer encore plus, beaucoup plus, pour laisser suffisamment d'argent dans la machine. C'est-à-dire que si l'État prend l'ensemble de l'argent et, par exemple, fait des formations sur la plantation des arbres, et que la plantation des arbres, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas ce qui marche, bah, vous saurez bien planter des arbres, mais il n'y aura plus de fric. Alors que si on laisse les gens, c'est-à-dire vous, avec le maximum de sous dans votre poche, c'est-à-dire qu'à la limite, l'État dise, voilà, moi je mets 10 milliards, je dis un chiffre au hasard, parce que de toute manière, nous on a un État qui est fauché maintenant, mais je mets 10 milliards dans la formation, et vous allez choisir où vous voulez vous former, comment voulez-vous vous former, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, à la limite, ça me semble plus normal, parce que je ne pense pas que l'État soit capable de donner les secteurs d'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le rôle de l'État de donner les secteurs d'avenir et donc de trouver vers où on va aller, ou est-ce que vous pensez que, comme moi, que en fait, l'État doit se tenir le plus en retrait possible pour consommer le moins de fric possible, pour en laisser le plus possible aux particuliers, pour que eux se forment et que progressivement, en fait, le marché trouve dans quelle direction il faut aller. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.